Je m'appelle Andrea, j'ai 35 ans et je vis seul dans une petite maison dans la banlieue de Colorado Springs. Je travaille comme manager dans une entreprise de design d'intérieur, un travail chargé mais stable qui me permet de mener une vie paisible et indépendante. Je ne suis pas quelqu'un qui fait facilement confiance, mais lorsqu'il s'agit de famille, j'ai toujours essayé de conserver le peu de liens qui me restaient. Il y a quelques mois, ma sœur cadette Melissa, 29 ans, m'a appelé au milieu de la nuit. Sa voix était faible, tremblante, comme si elle venait juste de finir de pleurer. Elle a déclaré qu'elle avait été licenciée lorsque son entreprise a soudainement fermé ses portes et que peu de temps après, on lui a diagnostiqué le virus du Nil occidental. Mon cœur se serra. Nous n'avons jamais été aussi proches, mais je ne pouvais pas ignorer ce qu'elle traversait. Nos parents avaient pris leur retraite et avaient déménagé en Floride il y a des années et ils n'étaient plus en mesure de s'occuper d'elle. Ses amis, si elle en avait, vivaient loin ou étaient aux prises avec leur propre vie. Après quelques appels téléphoniques avec nos parents, j'ai décidé de laisser Melissa emménager avec moi, au moins jusqu'à ce qu'elle se rétablisse et comprenne les prochaines étapes. Quand elle est arrivée, elle avait l'air si fragile que je ne l'ai presque pas reconnue. Sa peau était terne, ses yeux assombris et elle bougeait comme si la moindre brise pouvait la renverser. J'ai réaménagé le salon et nettoyé la chambre d'amis pour qu'elle puisse se reposer. Chaque jour, je cuisinais pour elle, récupérais ses médicaments et la conduisais à ses examens. Je me suis même arrangé pour travailler à domicile plus souvent pour pouvoir être là pour elle. Je ne me suis pas plaint. C'était ce qu'une grande sœur devrait faire. Merci d'avoir fait tout cela, m'a dit Melissa un soir, les yeux rouges alors que je posais un plateau de nourriture sur la table de chevet. Je sais à quel point tu es occupé. Je ne sais même pas comment te dire merci. J'ai souri, masquant l'épuisement dans mes yeux. La famille s'entraide. Vous n'avez pas besoin de me remercier. À l'époque, je croyais vraiment que je faisais la bonne chose. J'ai toujours été un peu rigide, quelqu'un qui croyait que faire le bien apporterait du bien en retour. Je n'aurais jamais imaginé que la gentillesse se transformerait en le plus gros piège de ma vie. Melissa est restée avec moi pendant près de 2 mois. Sa santé s'est lentement améliorée. Elle pouvait se promener, cuisiner des repas simples et même rire de temps en temps. Je pensais que les choses s'amélioraient, mais parfois quelque chose me semblait bizarre, la façon dont elle regardait autour de la maison ou la façon dont elle posait des questions sur certaines choses que je possédais, comme si elle calculait leur valeur. Cette maison a dû coûter cher, hein? A-t-elle demandé avec désinvolture un matin pendant que je préparais du café. J'ai juste ri, supposant qu'elle bavardait. C'est bien, mais j'ai travaillé dur pour y parvenir. Je dois encore effectuer des paiements mensuels. Je n'ai pas remarqué son expression à ce moment-là, en partie envieuse, en partie calcul. Je l'ai vue mais je l'ai ignorée parce que c'était ma sœur, celle que j'avais hébergée, celle avec qui je m'étais assise pendant les nuits blanches alors qu'elle brûlait de fièvre. Je n'aurais jamais pu imaginer que la maison que je lui ai ouverte deviendrait le lieu où tout en moi commençait à se défaire. Que les pires jours de ma vie commenceraient au moment où je croirais que ma famille ne te ferait jamais de mal. 3 mois après que Melissa a emménagé, un vendredi après-midi apparemment normal est devenu le moment qui a enterré chaque once de confiance que j'avais. Je venais de rentrer du travail, toujours en tenue de bureau, lorsque j'ai trouvé Melissa qui m'attendait dans le salon. Son maquillage était léger mais visible, ses cheveux soigneusement attachés et elle portait la robe à fleurs que je lui avais prêtée autrefois, comme si quelque chose de spécial était sur le point de se produire. À côté d'elle, mon mari Ethan était assis sur le canapé, pâle comme un fantôme, comme s'il venait de recevoir une terrifiante nouvelle. Toute la scène m'a fait frissonner. Que se passe-t-il? Ai-je demandé, mon rythme cardiaque s'accélérant. Melissa jeta un coup d'œil à Ethan, puis se tourna vers moi avec une expression théâtrale. Tu devrais probablement t'asseoir. Quelque chose dans mon instinct me disait que j'aurais besoin de toute la force dont je disposais pour rester debout face à ce qui allait arriver. Il y a quelque chose d'important que je dois dire, commença-t-elle, la voix tremblante. Exprès? Je suis enceinte. J'ai cligné des yeux, j'ai pris une seconde pour m'inscrire. Enceinte? À qui le bébé? Elle se tourna vers Ethan. J'ai suivi son regard et j'ai vu qu'il n'évitait plus le contact visuel. Il baissa simplement la tête et soupira. Son silence était assourdissant, rien que le tic-tac de l'horloge murale. Je restais là, figé. Mon cœur s'est arrêté. Chaque mot prononcé par Melissa me transperçait comme une aiguille. J'avais pris soin d'elle, je l'avais nourrie, j'avais entièrement confiance en mon mari, et les voilà, me trahissant ensemble,
sous mon toit. Vous pouvez être en colère. Je comprends, a déclaré Mélissa. Mais la vérité est que ce qui est fait est fait. Et maintenant, je porte cet enfant. Je ne peux pas vivre ici en me sentant comme un criminel. Je pense que tu devrais déménager pour qu'Ethan et moi puissions fonder notre nouvelle famille. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'audace de tout cela brisait la logique. Reviens. Ai-je demandé froidement. Tu veux que je quitte ma propre maison pour que toi et mon mari puissiez fonder une famille. Je pensais juste. Balbutia-t-elle. Tu comprendrais. Nous sommes une famille. Ce bébé, c'est Agnès ou ton neveu. Ne m'appelle pas ta sœur, la coupai-je, la voix glacée. Ce bébé est le résultat d'une trahison. Pendant que tu vivais de ma nourriture, de mes médicaments, sous mon toit. Ethan n'a rien dit. Je me tournai vers lui. Tu n'as rien à dire? Je ne savais pas que Mélissa te dirait ça comme ça. Alors tu savais? J'ai appuyé. Cela n'est arrivé que quelques fois. Je pensais que nous pourrions le garder caché. Caché? Je laisse échapper un rire sec. Tu pensais que tu pouvais vivre une double vie dans cette maison et que je ne le saurais jamais? Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes alors que la confiance avait déjà été réduite en cendres. Je suis monté à l'étage, j'ai attrapé un petit sac, mon titre de propriété et mes cartes bancaires, puis je suis redescendu et je les ai tous posés sur la table. Je ne vais nulle part, dis-je en regardant Mélissa droit dans les yeux. Cette maison est à mon nom. Chaque brique, chaque chaise, payée par moi. Si quelqu'un se sent mal à l'aise ici, il peut partir. Mélissa m'a regardé comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Mais je suis enceinte. N'utilise pas ce bébé pour protéger ta cupidité, dis-je. Si vous aviez le courage de coucher avec mon mari, vous devriez avoir le courage de trouver votre propre logement. Ethan resta silencieux, le regard baissé, vaincu. Je n'ai pas eu besoin de crier ou de casser des choses. Mon silence était plus fort que n'importe quel cri. Je ne leur pardonnerai jamais. À ce moment-là, j'ai su qu'une porte s'était fermée pour toujours, et le plus triste? Celui qui l'a fermée était la personne qui m'appelait autrefois, ma sœur. Mélissa resta figée, son visage décoloré. Ethan était assis là comme s'il attendait un verdict. J'ai croisé les bras, me tenant fermement même si mon cœur battait à tout rompre. Mais ma voix n'a pas vacillé. C'était net, précis. Je demanderai le divorce lundi, dis-je, les yeux fixés sur Ethan. Tu peux faire tes valises ce soir. Et Mélissa, je me tournai vers elle, tu n'es plus la bienvenue ici. Tu ne peux pas faire ça, balbutia Mélissa. Je n'ai nulle part où aller. Je suis enceinte. Vas-tu vraiment me jeter à la rue? Je laisse échapper un rire froid. C'est drôle. Quand tu essayais de me voler mon mari et de me chasser de chez moi, est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Ethan leva légèrement les yeux hébétés. Andrea, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais qu'il n'y a aucune excuse, mais tu dois comprendre que ce qui s'est passé entre moi et Mélissa n'a pas commencé comme un plan. C'est juste devenu une spirale. En spirale? Répétai-je, presque en riant. Tu parles de trahison, pas de glisser sous la douche. Je me suis dirigé directement vers le petit coffre-fort dans le coin de la pièce et j'ai sorti les documents de la maison, chacun à mon nom parce que j'avais acheté la maison avant notre mariage. Je les ai disposés sur la table, un par un, comme pour épeler une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Mélissa, dis-je lentement, tu pensais que cette maison appartenait à moi et à Ethan, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, les yeux remplis de confusion et de peur. C'est dommage. Tu aurais dû vérifier avant d'essayer de prendre quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. Ethan ne possède rien ici. Pas de titre, pas de mise, pas même de compte d'épargne. Je me suis tourné vers Ethan et j'ai vu la honte et le désespoir sur son visage. Mélissa avait l'air d'avoir été frappée avec un seau d'eau glacée. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Tu m'as dit que tu gérais les finances. Que tout ici était à ton nom. Ethan expira. J'ai dit ça parce que je me sentais pathétique. Qu'en avez-vous pensé? J'étais un auteur à succès? Je suis coincé sur le même brouillon depuis 3 ans. Tout ce que vous avez vu ici, c'est entièrement celui d'Andrea. Mélissa recula, comme si elle venait d'être poignardée mais cette fois par la personne même en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Tu m'as menti et tu m'as trahi.
Je me suis avancé juste assez pour qu'ils puissent tous les deux m'entendre clairement. Commerce équitable, ai-je dit. Je les ai laissés là, debout, dans leur honte. Puis j'ai dit ce à quoi je pensais depuis que je l'avais découvert, vous devez tous les deux faire vos valises et quitter cette maison dans 1 heure. Sinon, j'appellerai la police. La police. Ethan hocha la tête en silence et monta les escaliers pour commencer à faire ses bagages. Melissa resta figée sur place, ses yeux passant de la rage à la panique avant de s'effondrer soudainement sur le sol, en sanglotant. Andrea, je suis désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je pensais. Tu pensais quoi? Que tu pouvais détruire le mariage de quelqu'un et te glisser à sa place comme si de rien n'était. J'ai regardé ma sœur, penchée sur le sol. Je n'ai pas besoin de tes excuses. J'ai besoin que tu partes. Je me détournai, ne me permettant pas de m'adoucir. La sororité, une fois dépassé son point de rupture, ne peut plus être sauvée. 1 heure plus tard, ils étaient partis. Ethan n'a rien dit. Melissa pleurait toujours, mais cette fois en silence, probablement parce qu'elle savait que toutes les cartes qu'elle avait en main avaient été mises à nu. J'ai fermé la porte derrière eux. Pour la première fois depuis des semaines, la maison tomba dans un étrange calme. Je restai là un moment, appuyé contre la porte, laissant échapper un souffle silencieux. J'avais perdu un mariage, j'avais perdu une famille, mais je ne m'étais pas perdu moi-même. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là après que le dernier bruit de pneus se soit estompé dans l'allée. Il faisait complètement noir. La maison était plongée dans un silence étrange au plus de Melissa qui traînait les pieds dans le couloir, plus de claquements de clavier d'Ethan faisant semblant de travailler sur son manuscrit. Juste moi, un vide sec et une maison froide comme la pierre. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais même plus en colère. J'avais l'impression que toutes les cellules de mon corps avaient brûlé. J'ai allumé les lumières, pièce par pièce, j'ai ouvert toutes les fenêtres pour laisser entrer l'air nocturne. L'air était épais, comme si la maison avait subi un incendie, pas de flammes, juste des décombres. J'ai commencé à nettoyer tout ce qui concernait Melissa, les oreillers, les sacs, ses médicaments, les vêtements qu'elle avait rangés dans le placard. J'ai tout rassemblé au pas de tri, pas de doute. Je n'ai pas pris la peine de plier. J'ai mis chaque objet dans sa valise comme si je l'effaçais de ma vie. Quant à Ethan, des brouillons inachevés, des livres de philosophie qu'il n'a jamais lus, la serviette de bain que je lui ai offerte pour notre 2e anniversaire, je les ai mis dans un sac et je les poussés devant la porte d'entrée. Juste au moment où je traînais la dernière valise dans le hall, la sonnette retentit. Je savais qui c'était. Melissa se tenait là, les yeux rouges, les joues sillonnées de larmes. Elle portait le sweat à capuche que je lui avais prêté un jour, les bras enroulés autour de son ventre comme si elle essayait de gagner la sympathie. Andrea, s'il te plaît, laisse-moi rester juste une nuit. Je ne sais pas où aller. Je suis désolé, je le suis vraiment. J'ai regardé droit dans ses yeux, les mêmes yeux qui m'ont fait céder quand elle était petite et lui ont cassé le bras en tombant d'un vélo. Mais cette fois, ce n'étaient pas les yeux d'une sœur dans le besoin. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait brisé la confiance et qui essayait maintenant de la rafistoler avec des larmes à bas prix. Non, dis-je, la main ferme sur la porte. Tu n'es pas autorisé à revenir ici, ni ce soir, ni jamais. Mais je n'ai personne. Vous aviez quelqu'un. Mon mari. Et vous avez choisi de me trahir avec lui. Alors maintenant, prenez soin les uns des autres. Melissa s'effondra sur le carrelage froid du porche en sanglotant. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai fait une erreur. Je sais que je l'ai fait. Je suis resté immobile. C'est trop tard, Melissa. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de ma vie. J'ai fermé la porte sans un autre mot. Le bruit de la serrure qui s'enclenchait lui parut définitif. Le lendemain matin, j'ai apporté les papiers du divorce au cabinet de mon avocat. Tout avait déjà été préparé. Ethan n'aurait aucun droit sur aucun actif puisque tout était à mon nom et clairement documenté. Je ne voulais pas le faire traîner. Je voulais juste en finir. Alors que je signais le document final, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes avant de tomber dans le silence. Je n'étais pas prêt à expliquer. Je n'étais pas prêt pour les excuses ou le jugement. À 15 heures, l'avocat appelait pour confirmer que les papiers du divorce avaient été déposés. Le tribunal enverrait à Ethan une convocation dans les prochains jours. Quand j'ai raccroché, un calme étrange m'a envahi.
Je n'étais pas content, mais je me sentais propre. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur le balcon, je me suis servi une tasse de thé à la menthe et j'ai regardé le ciel nocturne. Le vent froid glissait dans mes cheveux, bruissant les feuilles comme un doux murmure des jours paisibles que je pensais autrefois révolus. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile. Je ferais face à des appels téléphoniques, à des rumeurs, et peut-être même à du ressentiment de la part de mes proches. Mais je savais aussi que j'avais fait la bonne chose. Finalement, je m'étais choisi. Si je ne me protégeais pas, qui le ferait? 3 jours seulement après avoir demandé le divorce, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, je n'ai pas appuyé assez vite sur le silence. Le nom de ma mère a illuminé l'écran. Avant de pouvoir raccrocher, j'ai hésité une seconde, puis j'ai répondu. Salut maman. Alors tu décroches enfin, dit-elle, sèchement, sans salutation. Andrea, Mélissa m'a dit que tu l'avais chassée de chez toi alors qu'elle était enceinte. Est-ce vrai? J'ai fermé les yeux et j'ai gardé ma voix calme. Oui. Je ne pouvais pas la laisser rester après ce qu'elle a fait. Tu penses vraiment que c'était la bonne chose à faire? A-t-elle crié. Mélissa est enceinte de l'enfant d'Ethan, n'a pas de travail, pas de maison. Tu penses que ça te rend fort? Parce que pour moi, ça te rend cruel. Je suis resté silencieux pendant quelques secondes. Vous savez qu'elle a couché avec mon mari, n'est-ce pas? Ce qu'elle a fait était mal. Je ne l'excuse pas. Mais Ethan est plus âgé, plus expérimenté et savait manipuler les choses. Je crois que si Mélissa a fait une erreur, c'est parce qu'elle y a été entraînée. Je pouvais à peine en croire mes oreilles. Manipuler? Maman, tu parles d'une femme adulte, presque 30 ans, qui vivait de sa sœur, et qui utilisait ensuite mon temps de travail pour voler mon mari? C'est ce que tu appelles manipuler? Tu es trop dur, Andrea, a lancé ma mère. La famille n'agit pas ainsi. Quand quelqu'un trébuche, nous ne le jetons pas dehors. Nous lui tendons la main et le relevons. J'ai déjà contacté, maman. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai accueilli Mélissa chez moi. J'ai pris soin d'elle, chaque repas, chaque ordonnance. Et la façon dont elle m'a remercié était la trahison la plus flagrante imaginable. Il y eut un silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes, puis la voix de ma mère s'adoucit. Elle est toujours ta sœur. Et ce bébé, c'est du sang. C'est de la famille. Tu ne peux pas être aussi sans cœur. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai été ramené à l'enfance où j'étais toujours censé être la plus forte, pour céder à ma petite sœur la plus faible, même si ce n'était jamais juste. Et maintenant, le même scénario jouait à nouveau, sauf que cette fois, le prix n'était ni un jouet ni une part de gâteau. C'était tout mon mariage et ma dignité. Je suis désolé, maman, dis-je d'une voix étrangement calme. Mais cette fois, je ne recule pas. Pas plus. Ma mère est restée silencieuse comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais dit ça. Puis elle dit une dernière phrase, lourde comme la pierre, tu as changé. Tu n'es plus la fille que je connaissais. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. Peut-être qu'elle avait raison. J'avais changé. Mais pas parce que je le voulais. Il m'y avait forcé pour que je ne sois plus piétiné. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de mon père, court et précis, ta mère est vraiment bouleversée. Si tu y réfléchis, la famille ne devrait pas se tourner le dos à cause d'une erreur. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas l'énergie de m'expliquer devant des gens qui ne voyaient qu'une seule version de l'histoire. Ils n'avaient pas vécu dans cette maison. Ils ne rentraient pas tard le soir pour trouver Mélissa et Ethan sur le canapé, en train de rire devant un film, comme si je n'existais pas. Ce ne sont pas eux qui ont fait confiance et qui ont été trahis sous leur propre toit. Dans l'après-midi, j'ai envoyé un email à mon avocat et lui ai demandé d'accélérer le divorce. J'ai joint des documents supplémentaires, des déclarations et tout ce qui était nécessaire. Je voulais que cela se termine le plus tôt possible au plus besoin de traîner les choses, plus aucune chance pour quiconque de me ramener dans ce chaos. Cette nuit-là, juste au moment où j'éteignais les lumières et me préparais à me coucher, la sonnette a de nouveau sonné. J'ai regardé à travers le rideau. C'était ma mère, debout là, vêtue d'un mince manteau, serrant fermement son sac à main. Lorsqu'elle leva les yeux vers la fenêtre, son expression n'était ni fâchée ni acerbe comme au téléphone. C'était autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis resté là, à regarder tranquillement, puis je me suis retourné et je suis parti.
Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne pouvais pas continuer à aimer sans être protégé. Une semaine après l'appel tendu avec ma mère, je pensais que les choses s'étaient enfin calmées. Je suis retourné au travail, me suis concentré sur mes projets inachevés, j'ai essayé d'empêcher mon esprit de retomber dans la douleur que ma famille avait causée. Mais la paix ne dura que 3 jours. Lundi matin, alors que j'entrais dans le bureau, mon assistant Sam s'est précipité vers moi avec un visage inquiet. « Andrea, il y a une femme plus âgée. Elle est assise dans le hall depuis 8 heures. Elle dit que c'est ta mère et que c'est urgent. » Je soupirai, sans même essayer de cacher à quel point j'étais fatigué. Je ne voulais pas de scène au travail, alors j'ai hoché la tête et j'ai dit à Sam de la mener dans une petite salle de réunion. Dès que la porte se ferma, elle sortit une enveloppe de son sac et la fit glisser sur la table. Résultat de l'échographie. Mélissa a perdu le bébé, siffla TL. Le médecin a dit que c'était dû au stress. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé le journal, ayant froid à l'intérieur. Tu vois ce que tu as fait, continua TL, la voix tremblante de colère. Tu as poussé ta sœur à faire ça. Je l'ai regardé, rencontrant ses yeux. Je n'ai pas obligé Mélissa à faire quoi que ce soit. Elle a fait ses propres choix. Et quant à la fausse couche? Je suis désolé que cela se soit produit, mais je ne suis pas responsable des émotions ou des décisions de quelqu'un d'autre. Une femme enceinte expulsée de chez elle, sans personne et nulle part où aller. Pensez-vous vraiment que cela ne l'affecterait pas mentalement? Et vous pensez toujours que vous avez raison. Chaque mot m'a frappé comme une gifle, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce qu'il m'a frappé, ma famille ne m'a jamais vraiment soutenu. Alors pourquoi n'as-tu pas accueilli Mélissa, maman? Ou l'un des membres de la famille qui s'en soucie tant? Tout le monde s'empresse de la défendre, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. J'ai continué, ma voix n'était plus douce. Parce que vous êtes tous prompts à juger, mais quand il est temps d'aider réellement, personne n'intervient. Ne me culpabilisez pas en portant les conséquences d'erreurs qui n'étaient pas les miennes. Ma mère se leva brusquement, les yeux rouges de rage. Tu es devenue si froide, Andrea. Tu n'as plus de cœur. Non, maman, répondis-je fermement. J'apprends juste à protéger mon cœur après qu'il ait été brisé par les personnes que j'aimais le plus. Elle n'a rien dit de plus. Elle a juste laissé le papier échographique sur la table et est sortie. La porte se referma doucement derrière elle, mais avec le poids d'un rocher. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'une parente, tante Evelyne, la cousine de ma mère, quelqu'un que je voyais rarement. Andrea, je ne veux pas intervenir, mais tout le monde dans la famille parle. Ils disent tous que tu es allé trop loin. Mélissa a le cœur brisé. S'il te plaît, reconsidère. J'ai tenu le téléphone, me sentant engourdi. Tous les membres de la famille, aucun d'entre eux n'était là. Aucun d'eux ne l'a vu. Pourtant, ils n'avaient aucun problème à décider qui avait raison et qui avait tort, comme s'ils lisaient un roman bon marché. J'ai répondu par une seule phrase, si tout le monde se soucie autant de Mélissa, pourquoi personne ne lui a-t-il proposé un logement? Personne n'a répondu. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Jenna, ma meilleure amie d'université. Sa voix était hésitante. Que se passe-t-il? J'ai eu des nouvelles de certains de vos proches. Ils ont dit que vous aviez expulsé Mélissa alors qu'elle était enceinte. Je l'ai interrompu. Mélissa m'a trahi dans ma propre maison avec mon propre mari. Silence à l'autre bout du fil. Elle a tout détruit. Je suis juste celui qui nettoie les dégâts, ai-je ajouté. Et je ne suis pas obligé de jouer le rôle d'arrière-plan pour que quelqu'un d'autre vive une vie qu'il ne mérite pas. Jenna laissa échapper une lente inspiration. Je comprends. Je suis désolé de demander. C'est bon, dis-je doucement. Je ne veux plus que quelqu'un d'autre raconte mon histoire de manière erronée. Finalement, j'ai écrit une longue lettre pour ne l'envoyer à personne, juste pour la garder pour moi. Dans ce document, j'ai tout exposé du début à la fin, pas de sucre, pas de modification. Je voulais enregistrer la vérité, non pas pour justifier quoi que ce soit, mais pour me rappeler, parfois, respecter ses limites est la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour soi-même. Et quand j'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir, j'ai su une chose plus clairement que jamais, je n'avais pas besoin que le monde entier me comprenne. J'avais juste besoin d'arrêter de me trahir. Pas Mélissa. Je n'ai jamais vu l'original, elle a dit qu'elle l'avait perdu, donc la fausse couche était aussi fausse. J'ai demandé, ma voix basse, je lui ai demandé.
Elle n'a pas répondu, elle a juste pleuré, mais il n'y avait aucun document, aucun dossier, aucun médecin n'a jamais rien confirmé. Un jour, elle a dit qu'elle avait perdu le bébé. Je me suis adossé à ma chaise. Mon cœur ne me faisait pas mal. Cela se resserra d'une manière différente ou une sorte de blessure plus profonde. Le sentiment d'être trompé jusqu'au fond par sa propre famille. J'ai appelé parce que j'ai entendu dire que ta famille te blâmait, disant que tu avais poussé Mélissa à la misère, dit Ethan, hésitant. Je ne pouvais pas te laisser porter ça. Je sais qu'il est tard, mais la vérité mérite quand même d'être dite. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit bouillonnait de questions. Quand Mélissa a-t-elle eu l'idée de cette fausse grossesse? Quel était son plan pour piéger Ethan, me pousser hors de la maison, ou simplement gagner la pitié, le pardon? Quelle que soit sa motivation, une chose était désormais claire, elle n'avait jamais été enceinte. Merci d'avoir dit la vérité, dis-je brièvement mais honnêtement avant de raccrocher. Ethan a ajouté, je sais que je ne mérite pas de dire ça, mais j'espère que tu trouveras la paix. Et si tu le peux, laisse tout tomber, Andrea. Ne laisse pas ce qui s'est passé entre elle et moi tacher le reste de ta vie. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement raccroché, puis je suis resté longtemps assis, regardant par la fenêtre. Le lendemain, j'ai imprimé le texte échangé et j'ai noté tout ce qu'Ethan disait pour ne le partager avec personne, juste pour garder pour moi la preuve que je n'étais pas fou, ni froid, ni cruel comme ma famille l'avait prétendu. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma mère. Cette fois, c'est moi qui ai tendu la main. Tu as une minute? J'ai demandé. De quoi s'agit-il? Sa voix était froide et réservée. Je voulais juste t'informer de quelque chose, dis-je lentement. Mélissa n'a jamais été enceinte. Il n'y a eu aucune réponse. J'ai entendu le bruit de sa déglutition difficile. C'est Ethan qui l'a confirmé. Il a dit qu'il lui avait posé la question à plusieurs reprises, mais elle a toujours esquivé les questions. Il n'y avait aucun document, aucun médecin n'ayant jamais confirmé quoi que ce soit. Elle a simulé pour rester, pour se faire pardonner, pour que quelqu'un prenne son parti. Avez-vous une preuve? A demandé ma mère, sa voix plus basse. Je n'ai pas besoin de preuves, maman, dis-je calmement. J'ai fini de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai seulement appelé pour te le faire savoir. Que tu le crois ou non, c'est à toi de décider, mais si tu continues à me blâmer pour une grossesse qui n'a jamais existé, alors cette conversation peut se terminer ici. Maman resta longtemps silencieuse, puis elle parla, la voix presque tremblante. Andrea, je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Je sais, dis-je doucement. Et c'est pourquoi je ne t'en veux pas. Mais je n'oublierai jamais comment tout le monde m'a tourné le dos pour un mensonge enveloppé de larmes. J'ai ensuite raccroché et, pour la première fois depuis que tout s'était passé, je me sentais complètement en paix. Plus rien à prouver, plus personne à plaire. J'étais sorti de leur ombre, et cette fois, de mes propres ailes. Un matin début juin, j'ai reçu un email de confirmation du tribunal. Le divorce était prononcé. L'ensemble du processus s'est déroulé plus rapidement que prévu puisqu'Ethan n'a rien contesté, pas de litige, pas de conditions. Nous étions désormais officiellement étrangers sur le papier, et cela m'apportait une sorte de soulagement que je ne pouvais même pas décrire. J'ai imprimé l'ordonnance du tribunal, les soigneusement classés avec mes dossiers personnels, puis j'ai pris mon téléphone et ouvert ma liste de contacts. Maman a bloqué. Papa a bloqué. Mélissa a bloqué. Chaque appel manqué, chaque message non lu, chaque accusation amère, j'ai tout laissé derrière moi. Pas par haine, mais parce que j'ai enfin compris, le pardon ne signifie pas garder les gens dans sa vie. Ce soir-là, je me suis offert un dîner chaud, personne autour de la table, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. J'ai allumé mon ancienne playlist, choisi un morceau de jazz doux, versé un verre de vin rouge et me suis assis près de la fenêtre, regardant la lumière du soir tomber sur le jardin. Cette maison avait été autrefois un foyer, puis un lieu de trahison, de disputes et de larmes. Mais maintenant, je choisissais de me l'approprier à nouveau, complètement. J'ai commencé par de petits changements, j'ai remplacé les rideaux, déplacé le canapé, retiré l'ancienne photo de mariage et accroché un cadre vide à la place pour rappeler que chaque nouveau chapitre commence par un espace vide. J'ai changé la literie, peint le salon dans un doux verso, j'ai commandé quelques plantes d'intérieur. La vie a lentement retrouvé son rythme, comme si chaque respiration que je prenais faisait partie de la guérison. Chaque matin, je préparais du café rien que pour moi,
pas pour deux. Chaque soir, je lis quelques pages d'un livre, sans plus être interrompu par des émissions de télévision bruyantes dans le salon. J'apprenais à nouveau à m'écouter, quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Un jour, j'ai croisé une vieille amie d'université, Rachel, lors d'un salon du livre. Nous nous sommes serrés fort. Elle m'a regardé avec inquiétude et gentillesse. « Êtes-vous d'accord ?» a demandé Rachel en touchant doucement mon épaule. J'ai souri. Je guéris, lentement mais sûrement. Elle hocha la tête. Je savais que tu t'en sortirais. Tu as toujours été plus fort que tu ne le penses. Nous nous sommes assis dans un café voisin et avons discuté pendant des heures. Nous ne nous sommes pas attardés sur le passé. Nous nous sommes concentrés sur l'avenir, les projets, les idées, et même les rêves de voyage que j'avais enfouis dans un tiroir parce que j'étais trop occupé à m'occuper de gens qui ne le méritaient pas. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai recherché dans d'anciens emails un vol annulé à destination de Charleston, une ville côtière que je rêvais autrefois de visiter. J'avais annulé ce voyage il y a 2 ans simplement parce qu'Ethan n'aimait pas le soleil. Désormais, il ne restait plus personne pour m'arrêter. J'ai réservé le billet pour un. Le vol était prévu pour vendredi prochain. En regardant la confirmation sur mon écran, j'ai senti quelque chose se soulever de ma poitrine, comme si je venais de me libérer d'une chaîne invisible qui m'avait retenu pendant des années. Je sais que je suis encore en train de guérir. Les blessures émotionnelles ne disparaissent pas après un seul été. Mais je le sais aussi avec certitude, je suis sorti du cycle du sacrifice aveugle. Je ne laisserai personne, pas même ma famille, me forcer à jouer à nouveau la sœur parfaite. Je ne me soucie plus de savoir où se trouve Melissa, ce qu'elle fait ou quelle version de l'histoire elle raconte pour gagner la sympathie. Je n'essaie plus de m'expliquer à mes parents. Ils sont libres de croire ce qu'ils veulent, mais j'ai aussi le droit de vivre dans ma vérité. Et cette vérité est la suivante, je me suis choisi. Pas par égoïsme, mais parce que je mérite une vie avec des limites et la paix. Les cicatrices sont toujours là, mais j'ai repris le contrôle. Plus personne n'entre dans ma vie sans autorisation. Autrefois femme qui croyait à la famille et au mariage, Andrea a vécu la trahison la plus profonde de sa vie de la part de sa propre sœur et de son mari. Mais au lieu de s'effondrer, elle a choisi de s'éloigner, de fixer des limites et de retrouver la paix. Andrea comprend maintenant que parfois la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de quitter une relation toxique, même si elle partage votre sang. De cette douleur, elle s'est redécouverte, une version plus forte et plus stable qui sait qu'elle est digne d'amour. Que pensez-vous de la décision d'Andrea? Était-elle trop dure, ou était-ce ce dont elle avait besoin pour se protéger? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour des histoires familiales plus puissantes à venir.